économique, est-ce qu'elle est en marche? Est-ce qu'elle est vigoureuse? Ou est-ce qu'elle se fait très lentement? Et nous rejoint l'un des patrons influents. Ça fait 10 ans qu'il dirige son entreprise, une des plus grandes entreprises françaises. Il s'agit d'Orange et c'est Stéphane Richard, le patron d'Orange, qui nous rejoint. Soyez le bienvenu, Stéphane Richard, et qui se situe d'une certaine manière en raison de cette activité au confluent de toutes les connexions économiques françaises. Merci d'être avec nous, Stéphane Richard. Et la première question que je souhaiterais vous poser concerne le retour au travail. Parce que la particularité d'Orange, peut-être comme beaucoup d'opérateurs de téléphonie, c'est d'avoir beaucoup travaillé pendant cette période. On a été confinés chez soi, mais on avait besoin des lignes téléphoniques parce qu'on communiquait, son ordinateur, son téléphone. Malgré tout, toutes vos boutiques ont fermé. 426 boutiques en France, je crois. Oui, un peu plus même. Un peu plus Genre même. de 600 en tout, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tous vos salariés sont retournés au travail parce que c'est une question qui se pose pour l'économie française? Alors, Orange en France, c'est 100 000 salariés à peu près. Et pendant le confinement, on en a 90% à peu près qui ont continué à travailler, soit sur site, pour 10 000 d'entre eux à peu près, soit en télétravail. On a eu 60 000 personnes en télétravail dans l'entreprise en France. Donc, ils ont travaillé, bien entendu. Ils ont travaillé. Oui. Mais est-ce qu'ils sont revenus aujourd'hui dans les boutiques? Alors, donc il y a deux questions en fait. Il y a la réouverture des boutiques. Toutes les boutiques sont réouvertes aujourd'hui. Elles fonctionnent. Les clients en fait prennent rendez-vous sur Internet avant de se rendre dans une boutique. On applique évidemment des règles sanitaires très strictes, mais les boutiques fonctionnent quasiment normalement. Donc il n'y a pas, pardonnez-moi de vous interrompre, cette peur de revenir physiquement au travail. Vous ne l'avez pas constaté? Chez les salariés, honnêtement, compte tenu du niveau des mesures que nous avons prises, je ne crois pas. En tout cas, ils sont là. Les clients également sont là. Et c'est important de le souligner. Ils viennent effectivement dans les boutiques. On est plein dans l'organisation que j'ai précisée, c'est-à-dire avec des créneaux qui sont pour éviter les files d'attente, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, au niveau des actes que nous faisons dans ces boutiques, ça fonctionne également bien. Après, il y a une autre question derrière votre question qui est, est-ce que les 60 000 personnes que nous avions en télétravail sont désireuses de retourner travailler sur site comme elles le faisaient avant? Ça, c'est une question plus sensible. Compliqué. Oui, plus compliquée, parce que le télétravail, finalement, il a été une très bonne expérience pour certains qui n'ont pas forcément envie de l'interrompre et qui se disent, finalement, voilà, c'était pas si désagréable le télétravail, et s'il faut que je fasse 1h30 ou 2 heures de transport par jour pour faire la même chose finalement sur un site, est-ce que j'en ai vraiment envie? Il y en a sans doute qui répondent non. Il y en a d'autres qui l'ont plus mal vécu, parce que c'est pas forcément toujours évident non plus, et eux, ils étaient plutôt contents de revenir sur site. Aujourd'hui, on a sur les grands sites tertiaires environ 15-20% maximum de personnes qui sont revenues sur site, mais aussi pour une raison simple, c'est qu'on a dû organiser des rotations, des roulements, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Oui, donc forcément, voilà. Donc, moins de monde. On est dans cet entre-deux. Il faut moins de monde dans les boutiques. Certains sont revenus, mais encore pas tous. Et c'est vraiment à la rentrée, au mois de septembre, que vous pourrez mesurer ça. On pourra répondre plus précisément à cette question. Vous avez décidé de réduire les dividendes versés aux actionnaires de 30%. Pourquoi? Alors, il faut être clair, la situation économique et financière d'Orange ne commandait pas cette mesure. Parce que, vous l'avez dit, le secteur des télécoms, il a continué à fonctionner. Bien entendu, on aura un impact. Par exemple, les boutiques ont fermé, donc on n'a pas fait de business dans les boutiques. Mais je dirais, on a les reins solides, on a un bilan qui est également très solide. On n'avait pas besoin de le faire. On l'a fait essentiellement dans une optique de prudence par rapport aux incertitudes qui sont devant nous. Parce que, vous savez, le dividende, c'est une décision qu'on prend chaque année. Et donc, il faut bien essayer de regarder, au moins sur l'année qui vient, quelles sont les perspectives. Donc, c'est une décision de précaution plus qu'une décision politique. Ce n'est pas une décision d'urgence, en tout cas. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer le dividende. C'est une décision de précaution. On a préféré garder le maximum de marge de manœuvre, de flexibilité financière pour faire face à d'éventuels aléas. Moi, je ne sais pas comment cette épidémie va évoluer. J'espère évidemment que ça va s'arrêter. Mais vous savez bien qu'il y a aussi des menaces, notamment sur l'automne. Si jamais on était amené à faire face à une reprise épidémique et peut-être aussi à des confinements, c'est là que ces marges de manœuvre, on serait content de les avoir. Alors, une question, puis je vous laisse poser la vôtre à chacun.
par le seul biais des conversations téléphoniques, j'imagine qu'on a une sorte d'indicateur de la vigueur de la reprise en France. Qu'est-ce que vous sentez de cette reprise? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle se fait attendre? Alors, je crois que la reprise dans beaucoup d'activités est là. Je pense notamment à tous les métiers de service, les restaurants qui ont réouvert. Bon, il suffit qui fonctionnent au ralenti quand même. Hein. Alors, ils fonctionnent au ralenti parce qu'on leur impose encore des règles assez contraignantes. Mais je crois que les gens sont quand même contents d'y aller. Si je prends l'exemple de nos boutiques, une fois de plus, elles fonctionnent bien. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu aller dans les boutiques parce qu'elles étaient fermées pour changer un téléphone, pour souscrire une nouvelle offre, pour s'intéresser à tel ou tel autre service et qui étaient impatientes de le faire. Donc je crois qu'il n'y a pas d'attentisme, en tout cas je ne le sens pas au niveau des consommateurs aujourd'hui. Ce qu'on observe aussi, c'est que ce qu'on a vu pendant le confinement, notamment le développement des ventes en ligne et du e-commerce, continue. Bon. Donc, ça restera. Ça restera. En fait, c'est l'accélération d'une tendance qui existait déjà, mais je crois que là, il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Donc moi, je pense que la reprise, globalement, est là. Peut-être que d'ailleurs les prévisions de croissance sur la fin de l'année seront, enfin les réalisations de croissance seront un peu meilleures que les prévisions encore pessimistes qu'il y a. En tout cas, moi je me range plutôt dans le clan des optimistes sur l'activité. Bon, ça fait du bien. Bon, mais c'est mon observation dans mon secteur. Je vois aussi nos clients entreprises, petites, moyennes. Il y a quand même une très grande motivation, une très grande envie de reprendre de l'activité, de redémarrer, de reconsidérer aussi des investissements, une projection dans l'avenir. Donc je fais plutôt partie des optimistes. Mais ça reste fragile, évidemment. On va avoir une très mauvaise année en 2020. J'espère qu'elle sera suivie d'un très fort rebond en 2021. C'est un scénario qui me semble plausible. Alors, une question chacun. Sophie, vous commencez. Est-ce que cette crise épidémique, avec la fermeture des boutiques, le télétravail, est-ce que ça a changé votre vision stratégique de patron? Est-ce que, par exemple, par rapport au rapport au travail de vos salariés ou par rapport au nombre de boutiques, vous vous dites, ou par rapport à d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, vous vous dites, finalement, on doit réfléchir autrement. Vous parliez d'accélération du temps stratégique. Qu'est-ce que vous ferez peut-être, ou sur quoi vous réfléchissez peut-être, auquel vous n'auriez pas réfléchi sans cette crise épidémique? Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi je crois que cette crise va plutôt accélérer un certain nombre de tendances et du coup pour nous aussi d'objectifs que nous étions fixés avant. Je vais prendre quelques exemples rapides. Il y a tout le volet environnemental. À la fin de l'année dernière, on a décidé de se fixer un niveau d'ambition sur le modèle décarboné de l'entreprise en visant la neutralité carbone dès 2040. Il est évident que cette crise ne va faire que renforcer la nécessité d'aller vers aussi une économie à bas carbone. Je pense que la reprise, puisqu'on parle de la reprise, elle va être quand même très fortement liée aussi à cet objectif, parce qu'en fait, c'est la demande sociale. Vous allez me dire, ça n'a pas de rapport direct avec l'épidémie, mais c'est vraiment une tendance qu'on voit très forte. Deuxième exemple, c'est la question de l'inclusion. Pendant le confinement, la possibilité de communiquer, d'échanger des données, était essentielle, était vitale même pour beaucoup de gens, pour télétravailler, pour continuer à suivre de l'enseignement à domicile, par exemple. Du coup, les gens qui sont exclus de cela, parce qu'ils n'ont pas un bon réseau, parce qu'ils sont dans une zone blanche, parce qu'ils n'ont pas ni les appareils, ni peut-être la formation pour le faire, ils ont été encore plus pénalisés par cette crise. Donc, tout ce qui touche à la lutte contre l'exclusion numérique, par exemple par la résorption des zones blanches, par le déploiement des réseaux, par la formation aussi des personnes, ça me paraît quelque chose d'essentiel que cette crise n'a fait que renforcer. Et puis il y a le problème du rapport au travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi je crois que cette crise, elle a permis de finalement vivre une expérience en temps réel de travail à distance pour beaucoup de gens. Que vous n'auriez jamais osé autrement. À cette échelle-là, non. Cela étant, avant la crise du Covid, nous étions une des entreprises françaises qui avait déjà recours assez massivement au télétravail, puisqu'on avait en gros 7000 personnes en moyenne, en permanence en France, qui télétravaillaient. On est passé à 60 000. Alors, est-ce qu'on va revenir à 7000 ? Je ne crois pas. Je pense que ça va se situer quelque part entre les deux. Et donc, probablement, oui, le monde de demain va, du fait de cette crise, apporter un certain changement dans le rapport au travail, et notamment dans cette question du télétravail ou du travail sur site. Marie-Pierre. Oui, je voudrais revenir sur la question de la réduction du versement des dividendes.
Vous l'avez expliqué par une démarche de précaution. Ça veut dire que jamais n'est entré en ligne de compte, une question un petit peu de décence ou d'éthique qui consistait dans la période à ne pas verser les dividendes prévus à hauteur possible. Écoutez, nous, chez Orange, on a pris une posture dès le départ très claire, qui a été de ne recourir à aucun euro d'argent public, nulle part. On n'a pas fait appel au chômage partiel, on n'a demandé aucune aide de l'État, strictement aucune. Et la deuxième posture que j'ai prise dès le départ, c'est aucun impact sur le pouvoir d'achat des salariés d'Orange. Tout le monde a été payé intégralement, y compris ceux qui n'avaient aucune activité. Donc cette crise n'a eu strictement aucun impact pour l'ensemble des hommes et des femmes du groupe partout dans le monde. Mais ce n'est pas ma question. Pourquoi ? Si, mais moi c'est ma réponse. Pourquoi dans ces conditions aurions-nous dû pénaliser en quelque sorte une des parties prenantes de l'entreprise, qui sont les actionnaires ? Je vais y revenir. Il faut savoir qui sont nos actionnaires aussi. Non, mais vous avez baissé de 30% de dividendes. Oui, on l'a baissé, Donc, mais on l'a baissé, je dirais, en prévision. en prévision. Par mesure de précaution. Je réponds, mais pas pour une raison, entre guillemets, politique ou éthique, qui consisterait à essayer de partager, vous dites, décence. Franchement, je ne vois pas très bien où est la décence. D'abord, nos actionnaires, à nous, ce sont 600 000 particuliers français. Hein, donc, vous voyez, ce n'est pas des grands investisseurs américains, c'est l'État. L'État à 23% du capital. 23%. Je ne vois pas très bien pourquoi la décence, qui est une notion plutôt morale. L'image de l'entreprise. Mais l'image de l'entreprise, c'est Vous l'avez fait savoir, entreprise. vous aviez réduit le Je pourcentage. l'ai fait savoir, oui, parce que la communication financière m'a posé de le faire. Mais franchement, c'est pour une raison vraiment de gestion que je l'ai faite, et pas pour une raison politique, parce que moi, je ne veux pas participer. Je ne veux pas participer à ce discours que je trouve trop présent en France, consistant à stigmatiser toujours les actionnaires, à considérer que ce sont des parasites, des inutiles. Ils concourent à la richesse de l'entreprise. Et donc, je ne vois pas, franchement, où aurait été la décence de les pénaliser seuls. La réponse est non. Alors que les salariés, par ailleurs, auraient été tout à fait protégés. Alexandre, réponse, question courte, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez interroger Stéphane Richard sur la 5G ? C'est ce que j'allais faire. Parfait. Voilà. Parce qu'on a quand même eu la Convention citoyenne entre-temps. Exactement. Tout simplement, ma question, c'était est-ce que ça vous paraît être une bonne chose qu'elle arrive, et surtout qu'elle arrive sous pavillon chinois ? Est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire ? Il y a d'autres manières de le faire. D'ailleurs, nous ne travaillons pas en France avec cet équipementier chinois dont le nom vous brûle les lèvres, apparemment. On travaille avec des équipementiers européens. On peut parfaitement faire la 5G sans les Chinois. Ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Ensuite, est-ce qu'on a besoin de la 5G ? Nous pensons que oui, notamment parce que les réseaux mobiles sont très sollicités, on l'a dit, et de plus en plus. Et qu'aujourd'hui, Sauf que, pardon de vous interrompre, beaucoup disent, et notamment du côté des écologistes, on a vu que dans cette crise où il y avait beaucoup de consommation téléphonique, la 4G a suffi. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G Alors, oui, elle a suffi, et c'est très bien, et on ne peut que s'en féliciter. Ceci étant, il faut regarder aussi les tendances sur ces réseaux, et on fait face à des augmentations de volume de l'ordre de 40 à 50% chaque année. Chaque année. Chaque année. Et donc, je peux vous dire, ça, c'est tout à fait clair, que si on ne fait rien aujourd'hui, dans 2-3 ans maximum, on commencera à avoir des vrais problèmes de congestion sur le réseau 4G. Donc, pour cette seule raison capacitaire, on a effectivement besoin de passer à cette technologie de la 5G. La 5G, c'est aussi beaucoup de nouveaux usages, notamment dans le monde de l'entreprise, des objets connectés, de la voiture connectée et beaucoup d'autres choses. Elle peut apporter beaucoup de choses positives. Je sais bien qu'elle suscite un certain nombre d'inquiétudes et de débats. Il faut y répondre de façon objective, et il y a des enquêtes qui vont être faites, qui sont déjà faites. Mais d'un point de vue, je dirais, de l'industrie et de l'utilisation de nos concitoyens, oui, on a absolument besoin de la 5G. J'ai une ultime question, très brève et réponse brève, s'il vous plaît, sur les fadettes, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, et c'est l'opérateur téléphonique qui livre les fadettes. Alors, pas forcément Orange, tous les opérateurs téléphoniques, mais c'est une obligation juridique qui vous est faite de les fournir quand elles sont demandées ? C'est une obligation juridique. Elle repose sur des textes de loi, naturellement. On n'a donc absolument pas le choix de les donner ou de ne pas les donner. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a un certain nombre d'agents qui sont assermentés et qui sont les correspondants de l'autorité judiciaire, et que tout ceci est dans un secret total. Par exemple, votre serviteur n'a absolument pas connaissance, bien évidemment, de ce genre de choses. C'est limité à un tout petit nombre d'agents et qui sont assermentés pour le faire. Mais oui, bien entendu, c'est normal. Vous savez, je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 90% des affaires criminelles qui sont élucidées grâce aux données téléphoniques.
Merci Stéphane Richard d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Marie-Pierre, merci Alexandre, merci Sophie.